Donc, la deuxième partie de ce cours, c'est principalement les récepteurs. Nous avons plusieurs types de récepteurs qu'on a pu classer en 5 catégories selon le type de stimulus. On a les mécanorécepteurs qui sont principalement stimulés par la déformation des tissus. Deuxième type de récepteurs, c'est les thermorécepteurs qui seront stimulés par la variation de température. Les photorécepteurs qui sont stimulés par la variation ou la fluctuation de l'onde lumineuse. Les chimiorécepteurs, les chémorécepteurs qui seront donc stimulés par des substances chimiques, notamment toute odeur au niveau de la fosse nasale qui va stimuler par exemple le nerf olfactif, et vous avez toutes les particules pour alimentaires, donc pour le goût. Les nocicepteurs, eux, seront stimulés par la douleur. La première partie une petite introduction à propos du tissu dermatologique, donc de la peau. Parce que principalement, la plupart des récepteurs, la grande partie des récepteurs qu'on va détailler dans ce chapitre, c'est des récepteurs qui sont localisés au niveau de la peau. Voilà donc la peau, elle est formée par 3 couches, la plus interne vers la plus externe, l'hypoderme, le derme et l'épiderme. L'hypoderme, c'est principalement la couche qui est vascularisée et qui contient les artères et les veines. Vous avez la couche intermédiaire qui est le derme et c'est elle qui va renfermer principalement les récepteurs. Et on se termine par la couche épidermique. C'est la couche la plus superficielle et celle qui va protéger le corps. On a 4 types de mécanorécepteurs. Les mécanorécepteurs, c'est les récepteurs qui seront stimulés par la déformation de la peau, et ils sont de type 4. Tous ces mécanorécepteurs, c'est des récepteurs qui sont donc encapsulés. Ils présentent une capsule, sauf pour le disque de Merkel qui est donc dépourvu de capsule. Vous avez Meissner qui est capsulé, vous avez Ruffini qui est capsulé, et vous avez Pacchini qui est aussi capsulé. Donc, principalement, vous avez le disque de Merkel. Tous ces types de mécanorécepteurs, les 4, donc Meissner, Merkel, Ruffini et Pacchini, c'est des récepteurs qui seront donc liés à une fibre sensitive de type A-bêta. On a déjà dit que c'est selon le type de récepteur, on va relier aux fibres sensitives. La fibre A-bêta, c'est une fibre qui est rapide, car elle a un diamètre qui est important et elle a de la myéline. Aussi, on voit que ça c'est l'épiderme, donc ça c'est le derme et ça c'est l'hypoderme. Principalement, les 2 premiers types de récepteurs, de mécanorécepteurs, qui sont Meissner et Merkel, ils sont localisés au niveau superficiel de la peau, donc au niveau dermo-épidermique, alors que Ruffini et Pacchini, c'est principalement dans les zones profondes de la peau, au niveau dermo-hypothermique. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ces types de mécanorécepteurs, donc Meissner, Merkel, Ruffini et Pacchini, c'est des récepteurs qui seront localisés au niveau de la zone glabre de la peau.
C'est quoi une zone glabre? C'est une zone qui est principalement dépourvue de poils et donc c'est surtout au niveau de la zone donc interne des mains. Donc il y a des récepteurs dans les zones qui sont donc poilues, mais c'est principalement des zones glabres qui sont donc qui sera donc qui renfermera principalement ces mécanorécepteurs. Les deux premiers donc récepteurs qui sont Meissner et Merkel et qui sont superficiels, ils sont un champ étroit, donc ils sont éparpillés d'une façon vraiment nette, donc sous forme de petits points dispersés donc au niveau de la peau. Alors que Pacini et Ruffini, qui sont dans les couches profondes, ils ont un champ d'extension, donc là où ils sont dispersés, c'est un champ qui est donc étendu, à limite de flou. Regardez, on peut avoir sur des zones bien étendues de la peau des récepteurs. Principalement les deux premiers, Meissner et Merkel, c'est principalement pour tout ce qui est sensibilité épicritique. La sensibilité épicritique veut dire fine, discriminative, donc afin de pouvoir différencier les structures et par conséquence, on a besoin de pouvoir distinguer deux stimulations différentes et rapprocher l'une de l'autre. Par exemple, le fait de stimuler par deux épingles très rapprochées, ou bien, par exemple, détecter la finesse des objets par la présence des stimulations de Merkel qui va être stimulé par la pression des formes, des bords et des textures de l'objet à identifier, alors que les deux derniers, Pacini et Ruffini, c'est principalement pour tout ce qui est sensibilité protopathique grossière, donc c'est le toucher grossier, sentir de façon globale le contact avec un objet ou détecter le déplacement sur de grandes régions de la peau, puisqu'elles sont éparpillées sur une région bien étendue. Ces quatre types de mécanorécepteurs, on va les diviser en deux parties. Soit c'est des récepteurs qui sont phasiques à adaptation rapide, comme Meissner et Pacini, ou des récepteurs toniques à adaptation lente, comme Merkel et Ruffini. Quelle est la différenciation? Eh bien, pour les récepteurs qui sont phasiques, c'est des récepteurs qui seront donc stimulés une fois le stimulus apparaît et une fois le stimulus disparaît. Alors que les récepteurs toniques, c'est des récepteurs qui seront stimulés tout au long du stimulus. Par exemple, regardez le schéma, j'explique. Ça, c'est un stimulus externe. On voit qu'il débute ici et il termine ici. Pour les récepteurs phasiques, adaptation rapide, ils vont donc émettre une décharge maximale brève unique une fois le stimulus apparaît et une fois le stimulus disparaît. Ils vont pas maintenir cette donc stimulation, ils vont pas maintenir la décharge tout le long du stimulus. Ils vont uniquement émettre deux décharges maximale brève de type on-off, tout simplement pour transmettre le message au système nerveux que le stimulus a commencé ou que le stimulus est terminé, alors que pour les récepteurs adaptation lente, alors le récepteur, il va émettre des décharges qui seront maintenues tout le long de la stimulation.
Ceci va nous donner des exemples pour mieux comprendre. Regardez par exemple si je décide de saisir un objet. Le fait de saisir un objet, c'est une action qui est qui est brève. Donc je fais le geste et c'est terminé. Le fait de saisir un objet va principalement stimuler les récepteurs à adaptation rapide parce que je tiens l'objet et c'est fini. Alors que le fait de tenir l'objet puis de le transporter avec nous, l'objet, c'est principalement les récepteurs à adaptation lente qui vont transmettre le message au système nerveux que nous sommes en train de transporter l'objet. Donc la stimulation, elle progresse et tout le long donc du stimulus. Le fait de déposer de l'objet va principalement causer la stimulation des récepteurs à adaptation donc rapide. Et le fait de déposer l'objet, c'est un acte qui va donc se finir rapidement et par conséquence, il va donc stimuler les récepteurs à adaptation rapide. Comment le récepteur fonctionne, et ceci vous allez le revoir donc dans les cours, le cours du potentiel d'action. Donc un récepteur généralement il va convertir le stimulus en un potentiel. Ce potentiel, je vais l'appeler le potentiel récepteur, qui est un type de potentiel qu'on appelle le potentiel gradué, qui a les caractéristiques donc suivantes. Il est local, il ne va pas se propager, donc son amplitude va diminuer avec le temps. Il est sommable et donc plus la stimulation est multiple et plus l'amplitude de ce potentiel est grande et plus le stimulus est présent et plus le potentiel est présent. Et une fois le stimulus disparaît, alors le potentiel récepteur va aussi disparaître. Le potentiel récepteur, qui est un potentiel gradué, si son intensité est au-dessus du seuil, alors il va provoquer un potentiel d'action. Et donc par conséquence, pas toutes les stimulations vont se transformer en potentiel d'action. Donc parfois, si par exemple un voleur il va donc me voler le porte-monnaie par exemple, ma porte-monnaie ou il va me voler par exemple ma montre, il a la main habile de telle façon que je ne vais pas sentir le toucher. Et par conséquence, il a réalisé un stimulus au niveau des mécanorécepteurs au niveau de ma peau, mais cette stimulation, elle est infraliminaire et par conséquence, elle n'a pas causé elle n'a pas donc provoqué la formation d'un potentiel d'action et par conséquence, le message n'a pas propagé jusqu'à atteindre donc le cerveau et ne va pas donc engendrer une réaction de ma part. Deuxième type de récepteurs, c'est les thermorécepteurs. C'est des récepteurs qui seront donc stimulés par une variation de température, soit sensible au chaud, soit sensible au froid. Et ces thermorécepteurs, donc, ils sont liés à un type de fibres qui sont généralement donc lents, qui sont de type fibre C ou fibre A delta et C. Regardez. Voilà les types de fibres sensitives et on voit qu'il y a 4 types, A alpha, A bêta, A theta et C. La différence entre ces fibres sensitives, c'est des fibres donc qui sont donc allant qui vont différer selon leur vitesse de propagation de l'influx. A alpha, donc la plus rapide, c'est les fibres qui sont de diamètre
élevé et présentant beaucoup de myéline et par opposition aux fibres C qui ne présentent pas de myéline et qui sont de très petit diamètre, et donc les fibres à alpha sont plus rapides que les fibres à bêta, plus rapides que les fibres à delta qui sont plus rapides que les fibres C. Pour les récepteurs de la douleur, les nocicepteurs et les thermorécepteurs, alors c'est des récepteurs qui sont donc douleur, température, localisés ici et ici, et donc ils vont avoir, ils seront donc liés à ces deux types de fibres. C'est vrai que les fibres A delta sont plus rapides que les fibres C, mais les deux sont en tout cas des fibres lentes. Au-delà d'une température dépassant 45 degrés ou inférieure à 10 degrés, les thermorécepteurs ils sont stimulés, mais aussi on va stimuler un deuxième type de récepteurs qui sont les nocicepteurs, les récepteurs de la douleur, car une eau donc très chaude qui une eau qui est donc brûlante va causer une douleur, mais une eau qui est légèrement chaude, elle ne va pas causer donc une douleur. Les nocicepteurs qui sont les récepteurs de la douleur. Les récepteurs de la douleur, c'est des récepteurs qui ne sont pas capsulés. Donc, on les appelle, ils ont donc des terminaisons libres. Ils sont aussi reliés à deux types de fibres, des fibres A delta et des fibres C. Bien sûr, les fibres A delta et C, c'est des fibres qui sont lentes comparées aux fibres A alpha, mais les fibres A delta, puisqu'ils sont plus rapides que les fibres C, alors je vais les appeler des voies rapides. Voies rapides par rapport aux fibres C qui sont lentes. Et regardez ici, ça c'est les nocicepteurs qui sont des récepteurs sans capsule et qui sont au niveau dermo-épidermique, et ils sont localisés aussi au niveau de ils sont localisés principalement, voilà les terminaisons libres, ils sont principalement localisés au niveau de la région pileuse de la peau comparé aux mécanorécepteurs qui sont plus dans la région glabre de la peau. C'est pour cela, les femmes qui font une épilation, donc ils vont enlever les poils et ils vont alors sentir une douleur. Et voilà les terminaisons libres, donc les nocicepteurs qui sont principalement reliés à deux types de fibres, soit A delta, soit C. Quelle est la différence et quand c'est les fibres C et quand c'est les fibres A delta? Bien, il y a deux types de mécanorécepteurs, deux types de nocicepteurs, des nocicepteurs mécaniques et des nocicepteurs qui sont polymodaux. Pour les nocicepteurs, c'est des récepteurs qui seront sensibles à la douleur secondaire à une stimulation qui est mécanique, donc de type piqûre, coupure, pincement, coupure avec un couteau, piqûre par exemple par une épingle, pincement par les doigts, etc. Et il va générer, ces types de nocicepteurs vont générer une action, une stimulation qui est directe, qui est brève, qui est précise. Donc, par exemple, si je vais être piqué par une épingle, la sensation de la douleur, elle est une sensation brève, elle est précise, elle est localisée au niveau de la piqûre et elle est directe. Donc, suite à la piqûre, je sens directement une douleur. Et ces types de mécanonocicepteurs seront reliés à des fibres de type A delta. Alors que les récepteurs, les nocicepteurs polymodaux, c'est des récepteurs qui sont à la douleur, mais ils seront stimulés non pas par des stimulus mécaniques, mais ils vont être stimulés par des substances algogènes endogènes qui sont toxiques et ils seront libérés par les tissus lésés. Les tissus lésés, eux, seront, par exemple, la lésion au niveau du tissu sera due, par exemple, à n'importe quel type de récepteur. Ils peuvent, à n'importe quel type de stimulation, que ce soit mécanique, thermique ou chimique.
devant une stimulation douloureuse qui va donc stimuler les nocicepteurs, je peux soit avoir une réaction qui est brève et précise, et elle est secondaire au stimulus, et elle est directe et localisée, soit je vais progresser à une deuxième type de douleur, une hyperalgie secondaire, et elle sera secondaire à la libération d'une cascade de facteurs inflammatoires que je vais appeler les substances algogènes endogènes qui vont secondairement au tissu lésé provoquer une stimulation des nocicepteurs polymodaux et me donner alors une réaction douloureuse qui est indirecte. Elle n'est pas précise, elle est longue et elle va se propager se propager au niveau des fibres C. Généralement, ce type de nocicepteurs polymodaux, ils seront stimulés par exemple secondaire à une piqûre, mais c'est une piqûre par exemple d'abeille ou du bourdon, soit par exemple à une substance chimique qui va donc causer une brûlure au niveau donc par exemple de la peau, et cette stimulation par la piqûre d'abeille par exemple va causer une lésion au niveau du tissu, et c'est le tissu lésé qui va alors sécréter des substances endogènes qui sont inflammatoires et qui vont alors causer que je ne vais plus avoir mal uniquement au niveau de la zone piquée par l'abeille, mais je vais avoir une douleur qui est tout autour et bien plus large et plus importante que le site qui a été piqué. Généralement, la piqûre d'abeille peut causer une réaction inflammatoire, une chaleur, une rougeur, un œdème, une dilatation aussi du muscle, et par conséquent, je peux avoir donc une sensation douloureuse qui va progresser plusieurs heures et même plusieurs jours. Qu'est-ce qui va me causer que je vais avoir une réaction qui est brève ou bien une réaction qui est prolongée indirecte? Donc, qu'est-ce qui va me provoquer que le fait que la réaction soit donc une réaction directe et elle se termine ici, ou bien elle va se propager et devenir une réaction indirecte? On ne sait pas. C'est principalement relié au type de stimulus donc et c'est dû aussi à la réaction corporelle de la personne. Donc c'est facultatif. Parfois, piqûre d'abeille ne cause pas de réaction chez certains patients, alors que d'autres, elle peut causer donc une admission aux hôpitaux. Donc, devant une stimulus, dans un stimulus donc douloureux, je peux avoir soit une réaction qui est directe et se terminer, par exemple brûlure, ou bien elle va s'étendre pour me donner une sécrétion de substances algogènes inflammatoires et causer alors une réaction indirecte. Si je vais être devant un stimulus douloureux, je vais avoir les 4 étapes suivantes. L'étape initiale, c'est une lésion tissulaire directe, secondairement une réaction de cascade inflammatoire, et puis une réaction que j'appelle réflexe d'Axon, et finalement une hyperexcitabilité centrale. Si c'est une réaction qui est tissulaire, initiale, directe et donc focale, alors l'étape va se terminer ici et on aura une lésion tissulaire directe et c'est tout. Mais si elle va se propager vers la réaction indirecte qui est plus prolongée, elle va se manifester par l'étape de la sécrétion de cascade inflammatoire. Donc, soit j'ai une hyperalgie primaire, soit j'ai une hyperalgie secondaire. Hyperalgie, donc une douleur importante. L'hyperalgie primaire, c'est la réaction des mécanorécepteurs qui est focalisée et elle est transmise par les fibres A delta. Soit la réaction se termine ici, ou soit je vais progresser vers une hyperalgie secondaire qui va se propager par les fibres C et elle sera secondaire à une réaction inflammatoire.
Donc, suite à la lésion tissulaire, je vais avoir donc la libération des facteurs inflammatoires, notamment les bradykinines, prostaglandines et histamine. Ces facteurs inflammatoires vont venir stimuler les nocicepteurs polynodaux qui vont, eux, causer secondairement la sécrétion de protéines, de neuropeptides, que j'appelle la substance P, calcitonine et la neurokinine, qui seront responsables du réflexe d'Axon. Regardez ici l'action directe mécanique suite, par exemple, à une piqûre, je vais avoir une lésion tissulaire qui va provoquer la libération de deux ions qui sont H+ et potassium. Puis, ceci va déclencher une réaction inflammatoire et la libération de substances inflammatoires, cascade inflammatoire secondaire à la libération des histamines, bradykinines et prostaglandines. Ces substances algogènes endogènes inflammatoires vont venir stimuler les nocicepteurs polynodaux qui sont reliés à une fibre de type C. Et ils vont causer une réaction secondaire qui sera une libération des neuropeptides, principalement la substance P, la calcitonine et la neurokinine. Et ces derniers vont alors venir stimuler les tissus sains qui sont autour du site stimulé initialement, ce qui va déclencher une réaction inflammatoire qui va débuter secondairement au niveau du tissu qui est sain. Et ceci va donner une réaction, une hyperalgie qui est secondaire car elle a progressé vers la lésion des tissus qui sont initialement sains. Donc, la partie suivante, c'est les fuseaux neuromusculaires. Donc, les fuseaux neuromusculaires et les récepteurs de Golgi, c'est les récepteurs qui sont principalement localisés au niveau des muscles squelettiques. Et c'est des récepteurs qui seront donc liés à une fibre sensitive type A alpha ou 1. Et il y a type A alpha 1A, type A alpha 1B. Les fuseaux neuromusculaires seront localisés au niveau du muscle. Les récepteurs de Golgi seront localisés au niveau du tendon. Donc, le récepteur, le fuseau neuromusculaire, c'est principalement donc un récepteur qui va se trouver au niveau du muscle. Le muscle squelettique strié, c'est un tissu qui est formé d'ensemble de cellules musculaires que j'appelle des fibres musculaires. Donc, une cellule musculaire, c'est une fibre. Et cette fibre musculaire, elle est contractile. Le fuseau neuromusculaire, c'est un récepteur qui va se trouver à l'intérieur de la partie charnue du muscle. La partie charnue du muscle, c'est la partie dilatée du muscle et donc la plus large. Ce récepteur, c'est un récepteur qui a une capsule. À l'intérieur de cette capsule, on a 4 à 15 fibres intrafusales. Donc, c'est des fibres, mais qui sont à l'intérieur du fuseau. Et qu'on va les différencier des fibres musculaires du muscle squelettique et qui se trouvent à l'extérieur de ce récepteur. Ce récepteur, ce fuseau neuromusculaire, il est sensible à la variation de longueur du muscle, de telle façon que si on va par exemple percuter le tendon du muscle squelettique, le fait de percuter son tendon équivaut à étirer le tendon et par conséquent d'étirer le muscle qui va s'allonger. L'allongement du muscle va causer une perturbation au niveau de sa longueur et ce fuseau neuromusculaire sera alors stimulé. Initialement, et on reprend aussi cette partie. Et généralement, il ne faut pas oublier que tout récepteur, il est relié à une fibre sensitive. Et on a dit que ce fuseau neuromusculaire, il est relié à une fibre sensitive de type 1A.
et que généralement, suite à une stimulation au niveau, par exemple, de la peau, il va y avoir une réaction du corps qui sera une stimulation du neurone moteur que je vais appeler le motoneurone, et c'est généralement le motoneurone alpha qui va venir contracter le muscle afin qu'il retourne, afin de, par exemple, surlever la main si je l'ai déposée dans de l'eau chaude, ou surlever la main si je l'ai déposée sur une épingle. En tout cas, ce qui va contracter un muscle squelettique, c'est un motoneurone de type alpha. Pour ce fuseau neuromusculaire, il a une caractéristique donc principale, c'est que ce récepteur, il a une région contractile qui se trouve donc à l'intérieur aussi de la capsule. Le mécanisme, il est le suivant, le récepteur, le fuseau neuromusculaire, il est relié et il est fixé en place par la présence de deux extrémités tendineuses qui vont relier le fuseau au tendon du muscle afin de le fixer au niveau du muscle. Et sa partie centrale forme le récepteur proprement dit, car au niveau de cette partie centrale, il est relié à la fibre sensitive. Et il présente une partie qui est contractile, qui se trouve généralement entre la partie centrale et les extrémités tendineuses. Et vous avez deux parties, une ici et une de cet côté. Et cette partie contractile, c'est une partie du fuseau neuromusculaire qui va être stimulée par un motoneurone, mais il n'est pas de type alpha, il est de type gamma. Donc, généralement, vous allez donc avoir en détail deux types de motoneurones. Un motoneurone alpha qui va venir contracter le muscle proprement dit et donc les fibres musculaires extrafusales afin que le muscle se contracte, et il y a le motoneurone gamma qui va venir contracter le fuseau neuromusculaire proprement dit. Le mécanisme, il est le suivant. Suite à la percussion du tendon du muscle, le muscle va s'étirer. Et en s'étirant, il va s'étendre et donc il va s'allonger. Son allongement va causer la stimulation du fuseau neuromusculaire qui est un récepteur sensible à la variation de la longueur du muscle. Une fois ce fuseau neuromusculaire sera stimulé, il va y avoir une formation d'un potentiel récepteur qui va venir se propager au niveau donc de la fibre sensitive 1A. Et lorsqu'elle va se propager, elle va où? Elle va atteindre le motoneurone alpha afin que le muscle se contracte, causant donc la contraction du muscle. Pourquoi? Parce qu'on a allongé le muscle. Donc le but c'est que le muscle reprenne sa position initiale. C'est ce que le système nerveux veut que le muscle reprenne sa position initiale. Suite à la contraction du motoneurone alpha, le muscle reprend sa forme initiale, mais le fuseau neuromusculaire, il est encore allongé. Il n'a pas repris sa forme initiale car le motoneurone alpha, il ne travaille pas sur les fibres intrafusales, il travaille sur les fibres extrafusales et donc sur le muscle lui-même et non sur le fuseau, qui va alors permettre le retour de la longueur du fuseau neuromusculaire, c'est le motoneurone gamma. Donc, une fois le fuseau neuromusculaire sera stimulé, la fibre 1A va atteindre la corne antérieure de la moelle, là où j'ai les motoneurones, et elle va stimuler simultanément en même temps les deux neurones moteurs. Donc, elle va stimuler le motoneurone alpha, mais aussi le motoneurone gamma, afin que le muscle se contracte et que le fuseau neuromusculaire reprenne sa position initiale. Donc, voilà.
Le fuseau a une propre innervation motrice. Il y a des motoneurones qui vont contracter les fibres intrafusales. Ces motoneurones sont les motoneurones gamma et ils seront contractés simultanément avec les motoneurones alpha durant le mouvement. Les fibres 1A, c'est des fibres sensitives. Le motoneurone gamma et le motoneurone alpha, ces deux neurones sont moteurs. La fibre 1A, c'est une fibre sensitive dont le corps cellulaire se trouve au niveau de la racine postérieure de la moelle, au niveau du ganglion rachidien. Et c'est une fibre en T, ça on a déjà détaillé ça, et elles vont entourer la partie centrale du fuseau neuromusculaire. Donc, c'est la partie centrale du fuseau neuromusculaire qui sera reliée à la fibre 1A. Vous avez les motoneurones gamma et les motoneurones alpha. Les deux neurones moteurs, ils ont le corps cellulaire au niveau de la corne antérieure de la substance grise de la moelle, car ce sont deux neurones moteurs. Mais les motoneurones gamma sont exclusivement aux fibres intrafusales, alors que le motoneurone alpha sont pour les fibres extravusales, donc les fibres musculaires striées squelettiques. Les organes tendineux de Golgi, eux, c'est des récepteurs qui se trouvent au niveau du tendon du muscle et c'est des récepteurs qui sont sensibles donc à la force de la contraction musculaire et ils seront stimulés une fois la contraction musculaire elle est intense. Si on va donc contracter le muscle d'une façon intense, le tendon il aura un risque de se déchirer. Qui va le protéger? C'est les organes de Golgi qui, une fois et suite à la contraction du muscle squelettique par l'action du motoneurone alpha, ils vont envoyer un message sensitif. Ça, c'est les organes, par exemple, de Golgi. Ils vont envoyer un message jusqu'à atteindre le motoneurone alpha Donc, lorsqu'il va être stimulé, c'est principalement lorsque le muscle il est à risque de d'être coupé. Et secondairement, si la contraction elle est intense, donc si la réponse musculaire secondaire à la stimulation du motoneurone alpha est intense, ça va causer qu'il y ait donc un risque de coupure au niveau du tendon. Alors l'organe de Golgi sera stimulé et il va envoyer un message sensitif au niveau de la corne antérieure de la moelle et il va inhiber la réaction du motoneurone alpha afin de protéger le muscle. Bien sûr, il ne faut pas oublier que le récepteur de Golgi, il est relié à une fibre sensitive de type A alpha 1B. C'est rapide. Troisième partie du cours.